Sa mère n'avait qu'une seule règle, rester à l'écart et laisser sa sœur être vue. Elle avait suivi cette règle à la perfection, et pourtant, il l'avait trouvée. Ara se tenait dans l'alcôve, à demi cachée par une fougère monstrueuse dont les frondes retombaient comme les esprits de toutes les dames oubliées qui s'étaient tenues exactement au même endroit avant elle. C'était sa place attitrée à chaque bal, un pacte silencieux conclu avec sa mère des années plus tôt. De là, elle avait une vue parfaite et dégagée sur sa sœur Arabella qui tenait sa cour au centre de la salle de bal étincelante. Arabella était le soleil, et tous les autres, surtout elle, étaient censés être des lunes lointaines et éteintes, existant uniquement pour refléter sa gloire. Un souffle se coinça dans la gorge d'Ara, une oppression familière lui serrant la poitrine. Elle lissa la soie gris pâle de sa robe, une couleur choisie précisément pour se fondre dans les ombres. Sa mère l'avait qualifiée de bon goût et discrète. Ara savait qu'elle était simplement la couleur de l'invisibilité. Ce soir, la pression semblait plus lourde. L'air du salon de bal de Marchmain House était épais du parfum entêtant des lys et de l'ambition. Le duc d'Alististé était attendu. Son nom seul était un sortilège, un murmure capable de faire taire une salle entière et de mettre 1000 cœurs maternels en ébullition. Il était immensément riche, impitoyablement puissant et notoirement célibataire. Il était le grand prix de la saison, et sa mère était certaine qu'il reviendrait à Arabella. Ara l'avait aperçu une fois de loin, une autre silhouette sombre dont la présence semblait absorber la lumière autour d'elle. Il ne souriait pas. Il ne se livrait pas à des bavardages frivoles. Il observait, et son observation ressemblait à un jugement. Essaie de ne pas avoir l'air si morose, Ara. La voix de sa mère, tranchante comme une épingle, l'attira de ses pensées. Lady Danforth s'était matérialisée à ses côtés, sa propre robe formant une éclatante balafre écarlate. Ses yeux n'étaient pas posés sur elle, mais fixés sur Arabella, qui riait d'un son semblable à des carillons finement accordés pour enchanter. « Ta sœur est une vision ce soir. Tous les gentlemen sont captivés. Elle est ravissante, mère, en effet, répondit Ara en offrant un petit hochement de tête exercé. Et quand le duc arrivera, je ne veux aucune distraction. Tu comprends parfaitement ton rôle, n'est-ce pas? Souris poliment si l'on t'adresse la parole, ce qui est peu probable, et ensuite efface-toi dans le décor. Laisse ta sœur gérer les présentations importantes. Les mots n'étaient pas cruels dans leur formulation, seulement factuels, une déclaration de stratégie, comme on pourrait discuter du placement des troupes avant une bataille. Ara n'était pas un soldat. Elle était le terrain destiné à être ignoré. Elle sentit une douleur familière s'installer derrière ses côtes, la souffrance sourde d'être une note de bas de page dans sa propre histoire familiale. Ce n'était pas la faute d'Arabella. Sa sœur était gentille à sa manière, un tourbillon de charme et de beauté qui n'avait tout simplement jamais eu de raison de regarder dans les coins silencieux où elle résidait. Elle n'était pas méchante. Elle était simplement inconsciente. C'était sa mère dont la campagne calculée d'effacement avait façonné le monde d'Ara en cet espace étroit et ombreux. La musique s'amplifia, une valse pleine d'espoir et d'essor. Ara regarda Arabella être entraînée sur la piste par le vicomte Pemblay. Ses mouvements étaient impeccables, son rire portait à travers la salle. Les doigts d'Ara se crispèrent sur le petit livre de poésie relié de cuir qu'elle gardait caché dans les plis de sa jupe. C'était son seul compagnon lors de ces événements, un monde secret de mots dans lequel elle pouvait se réfugier quand le vide scintillant devenait trop lourd à supporter. Puis un changement se produisit. Un silence tomba sur l'entrée de la salle de bal, une onde de calme qui se propagea, étouffant les bavardages et la musique. Ara se pencha en avant, scrutant entre les feuilles de la fougère. Il était arrivé. Le duc d'Alististé était exactement tel qu'elle se le rappelait, et pourtant plus imposant de près. Il resta un instant immobile, son regard balayant la salle avec une immobilité troublante. Il était vêtu de noir sévère, contraste saisissant avec les soies et satins colorés des autres gentlemen. Cela lui donnait l'air d'un morceau de ciel nocturne tombé dans la pièce, froid, distant et rempli de constellations invisibles. Ses traits étaient durs, sculptés dans le granit, et ses yeux contenaient une obscurité profonde et indéchiffrable. Sa mère se redressa, tel un général repérant sa proie. Elle adressa un signal discret à Arabella, qui venait de terminer gracieusement sa valse et se tenait maintenant, parfaitement rosée et rayonnante, près du centre de la salle. Le chemin était dégagé. La cible était acquise. Toutes les hôtesses et mères ambitieuses retenaient leur souffle, attendant de voir où le duc tournerait son attention. Ara se recroquevilla, tirant son livre de sa jupe. C'était la partie la plus dangereuse de la soirée. Elle allait se perdre dans les vers,
compter les minutes jusqu'à ce qu'elle puisse prétexter une migraine et s'échapper vers la solitude paisible de sa chambre. Elle ouvrit le livre à une page familière, son doigt suivant les mots d'un poème sur une étoile qui souhaitait être une pierre, pour sentir la certitude solide de la terre plutôt que la brillante solitude du ciel. Il commença à bouger, mais il ne se dirigea pas vers le soleil rayonnant qu'était Arabella. Il dépassa les salutations empressées de Laure et Lady Marchmain. Il ignora les éventails frémissants d'espoir des plus célèbres beautés de la saison. Son chemin était direct, délibéré et totalement déroutant. Il marchait vers son coin. Le cœur d'Ara se mit à tambouriner contre ses côtes, oiseau affolé prisonnier. C'était impossible. Il devait se diriger vers la salle de jeu ou peut-être les portes de la terrasse juste derrière son alcôve. Elle se pressa davantage dans l'ombre, les jointures blanches là où elle serrait son livre. Elle se voulut faire partie du papier peint, un motif floral pâle. Rien de plus. Mais il s'arrêta. Il s'arrêta directement devant elle, si près que les frondes de la fougère effleurèrent la manche de son manteau impeccable. Toute la salle de bal sembla retenir son souffle, un hoquet collectif et silencieux. Du coin de l'œil, elle vit le visage de sa mère, masque de pure incrédulité, sa robe écarlate paraissant soudain criarde et vulgaire. « Bonsoir », dit le duc d'Alististé. Sa voix était basse et résonnante, un grondement calme qui semblait vibrer à travers le parquet et remonter jusque dans ses os. Elle ne contenait aucune chaleur, seulement une franchise calme et troublante. Ara oublia comment respirer. Elle leva les yeux, rencontrant les siens pour la première fois. Ils n'étaient pas noirs comme elle l'avait cru, mais d'un gris orageux profond, comme la mer avant la tempête, et ils étaient fixés sur elle, non sur l'espace autour d'elle, mais directement sur elle. Elle se sentit vue, vraiment vue, pour la première fois depuis 10 ans, et cette sensation était terrifiante. Elle esquissa une petite révérence, son mouvement raide sous le choc. « Votre grâce » murmura-t-elle, les mots à peine audibles. « Vous semblez avoir trouvé le seul coin tranquille de toute la maison » observa-t-il. Ce n'était pas une question. Son regard descendit une fraction de seconde vers le livre dans ses mains. Et la meilleure compagnie de lecture. Son esprit se vida. Toutes les instructions de sa mère sourirent, s'effacer s'évaporèrent. Il lui parlait. À l'ombre. À la note de bas de page. Elle sentait des centaines de paires d'yeux lui percer le dos. Elle sentait la chaleur de la fureur de sa mère irradier à travers la salle. « J'apprécie le calme, votre grâce », parvint-elle enfin à balbutier, d'une voix faible. Il inclina légèrement la tête, presque imperceptiblement. « Moi aussi. » Une éternité sembla passer dans le silence qui suivit. Il ne s'éloigna pas. Il resta simplement là, barrière formidable entre elle et le reste du monde, sa présence créant une étrange poche isolée de quiétude au milieu du chaos tourbillonnant du bal. « Puis-je connaître votre nom ?» Elle respira. « Mademoiselle Danforth. » Elle ne donna pas le nom de sa sœur, comme on le lui avait habituellement ordonné de le faire dans un tel moment. Debout devant cet homme intense et indéchiffrable, elle était simplement. « Mademoiselle Ara Danforth », répéta-t-il. Le son de son nom dans sa voix grave était à la fois étranger et étrangement juste. Il ne lui proposa pas de danser. Il ne complimenta ni sa robe ni la soirée. Il se tint simplement avec elle dans le silence, et pour la première fois de sa vie, elle eut l'impression que son coin de la salle n'était pas un lieu d'exil, mais le centre même de l'univers. Le trajet du retour fut une épreuve silencieuse et bouillonnante. La fureur de sa mère était une entité palpable dans la voiture, froide et tranchante. Arabella était simplement confuse, le front plissé tandis qu'elle rejouait les événements étranges de la soirée. Ara regardait par la fenêtre, le visage du duc superposé aux rues de Londres éclairé au gaz. Son calme « bonsoir » résonnait dans ses oreilles, plus fort que n'importe quel orchestre. Lorsqu'ils atteignirent leur hôtel particulier, sa mère parla enfin, d'une voix dangereusement basse, « Explique-toi, Ara. » Elle se tenait dans le vestibule, les lampes projetant de longues ombres accusatrices. « Il n'y a rien à expliquer, mère, » répondit-elle, sa propre voix la surprenant par sa fermeté. Le duc m'a adressé la parole, j'ai répondu. « Tu as fait bien plus que cela », siffla sa mère. « Tu l'as retenu. Tu as monopolisé son attention pendant 10 minutes entières. As-tu idée du tort que tu as causé ? Il n'a même pas parlé à Arabella. Tout Londres en parle. Je ne lui ai pas demandé de m'approcher, insista Ara, une étincelle de défi qu'elle n'avait pas ressentie depuis des années commençant à couver. J'étais debout là où l'on m'avait dit de me tenir. Sa mère plissa les yeux.
Et tu continueras à le faire. C'était un hasard, un moment d'excentricité ducale. Ne le prends pas pour autre chose. Au concert musical des Fitzwilliam jeudi, tu trouveras un siège au fond et tu n'en bougeras pas. Est-ce compris? Oui, mère, répondit Ara, le regard baissé vers le sol. La résignation familière l'envahit, mais cette fois elle était teintée d'autre chose, un souvenir fugace. La façon dont le duc d'Alististé avait regardé son livre, non avec dédain, mais avec une lueur qui pouvait ressembler à de la reconnaissance. Le jeudi arriva, drapé d'une bruine froide et persistante. Le concert des Fitzwilliam était une affaire plus intime, mais les enjeux semblaient infiniment plus élevés. Fidèle à l'ordre de sa mère, Ara était assise sur une petite chaise inconfortable derrière un pilier dans la salle de musique. Arabella, vision en rose pâle, était placée parfaitement au premier rang. Ara ferma les yeux tandis que les premières notes d'une sonate sombre emplissaient la pièce. Elle essaya de se perdre dans la musique, de laisser les accords mélancoliques l'emporter loin de la salle étouffante et de ses pensées anxieuses. Elle ne voulait pas espérer. L'espoir était une chose dangereuse et fragile, et le sien avait été brisé trop de fois pour les compter. Mais quand elle ouvrit les yeux à mi-parcours du morceau, elle le trouva. Le duc d'Alististé n'était pas à sa place d'honneur près de l'hôtesse. Il se tenait près du fond de la salle, adossé au mur, les bras croisés sur la poitrine, et il la regardait. Un choc la traversa, vif et électrique. Son regard était aussi intense qu'au bal, inébranlable et profondément troublant. Il ne regardait pas Arabella, qui feignait d'être envoûtée par la musique tout en s'orientant subtilement pour entrer dans son champ de vision. Il regardait au-delà du pilier, directement vers elle. Son souffle se bloqua. Elle détourna rapidement les yeux, les joues en feu. Ce devait être une coïncidence. Son esprit lui jouait des tours, inventant de la signification là où il n'y en avait pas. Elle était la petite souris grise, l'ombre. Les hommes comme le duc d'Alististé ne regardaient pas les ombres. Pendant l'entracte, elle tenta de s'échapper vers le salon des dames, mais sa mère l'intercepta. « Reste ici », siffla-t-elle, ses doigts s'enfonçant dans le bras d'Ara. « Il est là. Arabella doit être à son meilleur. » Piégée, Ara retourna à son pilier, le cœur battant la chamade. Elle garda la tête baissée, feignant d'étudier le motif complexe de son éventail. Une paire de bottes noires cirées entra dans son champ de vision. Mademoiselle Danforth. Cette même voix grave. Elle leva les yeux, son éventail s'agitant inutilement dans sa main tremblante. Le duc d'Alististé se tenait devant elle, tenant 2 verres de limonade. Il lui en offrit un. « Votre grâce » balbutia-t-elle en prenant le verre. Ses doigts effleurèrent les siens et une étrange chaleur remonta le long de son bras. « Vous ne devriez pas, je veux dire, je ne devrais pas, quoi ?» demanda-t-il, un sourcil sombre se haussant légèrement. « Apporter un rafraîchissement à une dame ?» J'étais sous l'impression que c'était une courtoisie courante. « Bien sûr, mais ma sœur. » Elle s'interrompit, mortifiée. « Votre sœur semble avoir un grand nombre d'admirateurs qui se disputent son attention, dit-il, son regard glissant un instant vers Arabella, entourée d'une cour d'officiers jeunes. Il reporta ensuite toute son attention sur Ara. « Je trouve que je préfère les conversations moins encombrées. » La franchise de ces mots lui coupa le souffle. Il ne s'agissait pas d'un hasard. C'était intentionnel. Il choisissait de lui parler. À la fille invisible derrière le pilier. Pourquoi? La sonate était un choix plutôt mélancolique pour la soirée, remarqua-t-il, changeant de sujet avec aisance. Je l'ai trouvée belle, répondit-elle, trouvant un éclat de courage. Elle parlait d'un désir profond et intense, de choses laissées inexprimées. Une lueur surprise, intérêt traversa ses traits. Vous appréciez donc la musique, et pas seulement comme toile de fond pour les manœuvres sociales. Oui, dit-elle simplement. Et la poésie. Ah oui, le livre au bal, dit-il, un sourire presque imperceptible effleurant le coin de sa bouche. Cela transformait son visage sévère, le rendant plus jeune, moins intimidant. Puis-je demander l'auteur? Whittier, avoua-t-elle. Un peu sentimental pour certains, mais je trouve ces mots réconfortants. Il n'y a rien de mal à être réconforté, mademoiselle Danforth, dit-il, sa voix plus douce qu'elle ne l'avait encore entendue. Dans un monde aux angles tranchants, le réconfort est une chose rare et précieuse. Ils restèrent un moment en silence, sirotant leur limonade. Le bruit de la fête s'estompa en un bourdonnement lointain. C'était comme s'il transportait avec lui un cercle de quiétude partout où il allait.
Ara sentit une étrange paix s'installer sur elle, un sentiment si étranger qu'elle le reconnaissait à peine. Pour la première fois, elle ne se recroquevillait pas devant sa présence, mais y trouvait un étrange réconfort. Ce schéma se répéta pendant 2 semaines. À chaque soirée, chaque dîner, chaque garden party, le duc d'Alististe trouvait invariablement son chemin jusqu'à Ara. Il contournait sa sœur rayonnante, ignorait les politesses appuyées de sa mère et la cherchait dans ses coins tranquilles. Leurs conversations n'étaient jamais longues, jamais intimes au point que la société puisse les condamner, mais elles étaient réelles. Il lui demandait quel livre elle lisait, quelle musique elle aimait, ses pensées sur le changement des saisons. Il écoutait, vraiment écoutait, ses réponses. Ses yeux gris se concentraient sur elle avec une intensité qui lui donnait l'impression d'être la seule personne dans la pièce. Il ne mentionna jamais sa beauté, sa robe ou ses relations. Il parlait à son esprit. Sa famille était dans un état de confusion apoplectique. La fureur de sa mère s'était muée en une sorte de crainte perplexe. Elle ne comprenait pas le comportement du duc. Arabella, à son crédit, était plus intriguée que jalouse. « C'est un homme très étrange, n'est-ce pas ?» avait-elle murmuré un après-midi, regardant par la fenêtre la voiture du duc s'éloigner après une visite formelle. Une visite durant laquelle il avait passé 20 minutes à discuter de réformes agricoles avec leur père et 5 minutes à demander son avis sur une nouvelle exposition à la National Gallery. Il est attentionné, avait répondu Ara, le cœur battant au souvenir de sa visite. Un après-midi, un paquet arriva pour elle. C'était une boîte plate rectangulaire enveloppée dans un simple papier brun, sans carte. À l'intérieur, nichée dans du papier de soie, se trouvait une première édition des poèmes de Whittier, reliée en cuir bleu foncé doux. Le souffle d'Ara se bloqua dans sa gorge. Elle passa les doigts sur les lettres dorées, un tremblement la parcourant. Personne ne connaissait son amour pour Whittier. Personne, sauf... Un espoir sauvage et impossible commença à fleurir dans le jardin aride de son cœur. C'était une chose terrifiante et belle. Le point de rupture arriva au bal masqué annuel de la duchesse de Blackwood. C'était le sommet de la saison, et sa mère avait dépensé une fortune pour le costume d'Arabella, une confection d'or et de plumes censée représenter l'aurore. Ara était vêtue de crépuscule, dans des tons de violet profond et d'argent, un simple domino masquant la moitié supérieure de son visage. La dernière instruction de sa mère avait été donnée avec un soupir de résignation lasse. Pour l'amour du ciel, Ara, essaie simplement de ne pas te faire remarquer. Ara avait trouvé refuge sur un balcon désert donnant sur les jardins. L'air frais de la nuit était un soulagement après la chaleur oppressante de la salle de bal. Elle s'appuya contre la froide balustrade de pierre, regardant les lanternes en papier se balancer dans la brise, se sentant plus elle-même dans l'obscurité tranquille qu'elle ne l'avait jamais été sous la lumière éclatante d'une fête. « J'avais le sentiment que je pourrais vous trouver ici. » Elle se retourna, le cœur bondissant dans sa gorge. Le duc d'Alististe se tenait dans l'embrasure, silhouette noire austère contre la lumière dorée. Son masque était simple, sans ornement, et pourtant il dissimulait à peine la force imposante de sa présence. « Votre grâce, dit-elle, la voix un peu tremblante. Les jardins sont magnifiques ce soir. » Ils le sont, acquiesça-t-il en venant se placer à côté d'elle, tout en gardant une distance respectueuse. Mais je ne suis pas venu ici pour admirer l'horticulture. Il se tourna vers elle et, même avec le masque, elle sentit le poids de son regard. Je suis venu vous parler, mademoiselle Danforth, loin des regards indiscrets et des murmures. Un nœud d'anxiété se serra dans son estomac. Y a-t-il quelque chose qui ne va pas? Cela dépend de votre perspective, répondit-il de manière énigmatique. Il resta silencieux un long moment, les mains posées sur la balustrade. Elle voyait la tension dans ses jointures. Pour la première fois, il ne semblait pas entièrement maître de lui. Il semblait nerveux. Mademoiselle Danforth, depuis plusieurs semaines, je vous ai cherché. Mes raisons, je le crains, ont été égoïstes. Égoïste, demanda-t-elle, confuse. Je ne comprends pas, votre présence m'apporte une mesure de paix que je n'ai pas connue depuis très longtemps, dit-il, la voix basse et tendue. Le monde dans lequel je vis est bruyant, exigeant et creux. Il est rempli d'artifices et d'ambition. Puis il y a vous. Vous êtes calme. Vous êtes réel. Le cœur d'Ara semblait vouloir s'échapper de sa poitrine. Elle ne parvint pas à formuler de réponse. Il continua, le regard fixé sur la ligne sombre et lointaine des arbres. J'ai passé toute ma vie adulte à construire des murs autour de moi. C'était nécessaire. Cela me protégeait.
Mais cela a aussi été une prison de ma propre fabrication, une prison très solitaire. Il se tourna enfin pour la regarder et ses yeux étaient emplis d'une vulnérabilité brute qui la stupéfia. Quand je suis avec vous, ne serait-ce que quelques instants, je sens ces murs commencer à s'effriter. Je peux respirer. Avant qu'elle puisse assimiler ces paroles, une autre voix, dégoulinante de malice, trancha le calme de la nuit. Eh bien, regardez ce que nous avons là. Le grand méchant du caculant la petite souris grise. Lord Harrington, un libertin notoire à la langue cruelle, s'avança sur le balcon, un rictus tordant ses lèvres. Il avait été l'un des prétendants les plus insistants et les plus déplaisants d'Arabella. Harrington, dit le duc, sa voix descendant à un registre dangereusement froid. Vous interrompez une conversation privée. Vraiment? Harrington rit, un son désagréable et grinçant. Il me semble que vous vous lassez enfin des beautés de premier plan et que vous vous encanaillez avec la sœur oubliée. Dites-moi, duc, sait-elle seulement parler, ou se contente-t-elle de couiner? Une vague d'humiliation, brûlante et nauséeuse, submergea Hara. Elle se sentit se recroqueviller, l'instinct familier de disparaître reprenant le dessus. C'était sa réalité. Elle était la souris, la plaisanterie. Les dernières semaines avaient été un rêve, et voici le réveil cruel. Mais alors quelque chose se produisit. Le duc bougea, se plaçant légèrement devant elle, bouclier protecteur subtil. Sa posture ne changea pas, mais l'atmosphère autour de lui devint glaciale. Lord Harrington, dit-il, la voix totalement dépourvue d'émotion. Je vais vous donner une seule chance de quitter ce balcon et d'oublier que vous nous avez vus. Harrington, enhardi par le vin et son arrogance, ricana. Et si je ne le fais pas, que ferez-vous? Défendre l'honneur de cette tapisserie murale? Non, répondit doucement le duc, le mot tombant comme un éclat de glace. Je me contenterai d'acheter les dettes de votre père à la banque demain matin, la totalité, et je les exigerai à midi. Je crois que cela devrait suffire à vous voir, vous et votre famille, profiter d'une vie bien plus simple à la campagne. Peut-être pourrez-vous vous installer dans un trou de souris. Maintenant, partez. La couleur déserta le visage de Harrington. Il fixa le duc, la mâchoire pendante sous le choc et la peur. Il ouvrit la bouche, puis la referma. Sans un mot de plus, il se retourna et quitta pratiquement en courant le balcon. Le silence qu'il laissa derrière lui était profond. Hara tremblait, la main pressée sur la bouche. La puissance impitoyable de la menace du duc était terrifiante, mais elle avait été brandie pour la défendre. Pour elle. Allez-vous bien? Demanda Alististé. Elle pensait à lui comme Alististé maintenant, sa voix perdant son tranchant glacial lorsqu'il se tourna vers elle. Vous n'étiez pas obligé de faire cela, murmura-t-elle, la voix épaissie par des larmes retenues. Si, répondit-il d'un ton absolu. Je l'étais. Personne ne parle de vous de cette façon. Il fit un pas hésitant plus près. Ce que j'essayais de dire avant que nous soyons si grossièrement interrompus, commença-t-il, la voix rauque d'émotion, c'est que mes intentions ne sont pas frivoles. Je ne joue pas à un jeu. C'est la chose la plus sérieuse que j'ai faite de toute ma vie. Il tendit la main, ses doigts gantés effleurant doucement son bras. Le contact fut électrique. Il y a une raison pour laquelle je vous ai cherché. Ce n'était pas par hasard. Son esprit tourbillonna. Quelle raison? Il prit une profonde inspiration, comme pour se donner du courage. Nous nous sommes déjà rencontrés, il y a très longtemps. Vous ne vous en souviendriez pas. Vous n'étiez qu'une petite fille, et j'étais un jeune homme, pas encore duc. C'était au domaine de ma famille, Blackwood Manor. Mon jeune frère venait de mourir. J'étais perdu, consumé par le chagrin. Je m'étais caché dans les jardins, et vous m'avez trouvé. Hara le fixa, sa mémoire étant une toile blanche. Elle n'avait visité Blackwood Manor qu'une seule fois, à l'âge de 10 ans. Vous ne saviez pas qui j'étais, continua-t-il, la voix épaissie par le souvenir. Vous avez vu un étranger en pleurs près de l'étang au lys. Vous ne vous êtes pas enfui. Vous n'avez pas posé de questions. Vous vous êtes simplement assise sur le banc à côté de moi. Vous avez ouvert votre sac et m'avez offert la moitié de votre biscuit. Vous n'avez rien dit du tout. Vous êtes restée simplement assise avec moi dans le silence pendant près d'1 heure. C'était le premier moment de paix que j'avais ressenti depuis des mois. Le premier acte de gentillesse sans complication. Une image fantomatique remonta dans l'esprit d'Hara. Un jeune homme triste aux yeux orageux.
Un biscuit partagé. Elle l'avait complètement oublié. Un incident enfantin mineur enfoui sous des années passées à se faire dire d'être silencieuse et de rester à l'écart. Je ne vous ai jamais oublié, dit Alciste, la voix légèrement fêlée. J'ai appris votre nom plus tard. Ara Danforth. Pendant des années, ce nom a été un talisman pour moi. Un rappel que la bonté tranquille existe dans le monde. J'ai suivi votre vie de loin. Je savais que vous aviez fait votre entrée dans le monde. Je savais que vous étiez négligé. Et j'étais un lâche. J'étais prisonnier de mes devoirs, de mon propre chagrin. J'ai élevé mes murs plus haut et me suis dit que je n'avais pas le droit de perturber votre vie. Il lâcha son bras et recula d'un pas. Il semblait exposé, son armure soigneusement construite arrachée, révélant l'homme solitaire en dessous. Mais je ne pouvais plus rester éloigné. En vous voyant au bal, si posée et gracieuse dans votre coin tranquille, j'ai réalisé que j'avais été un imbécile. J'ai gaspillé des années à me cacher. Je ne veux plus me cacher. Il la regarda directement, ses yeux gris suppliants. Ara, je ne suis pas un homme qui connaît les bons mots. Je ne suis ni charmant ni poétique. Je suis un homme gardé, difficile, avec un passé plein d'ombre. Mais je vous vois. Je vous ai toujours vu. Je vous demande non, je vous supplie de me donner la chance de passer le reste de ma vie à vous voir, à m'asseoir avec vous dans le calme. Il déglutit avec difficulté. Mademoiselle Danforth, me ferez-vous le profond honneur de devenir ma femme? Les mots restèrent suspendus dans l'air frais de la nuit, plus choquants que les insultes de Lord Harrington, plus puissants que les menaces du duc. Le mariage. Il lui proposait le mariage, non à Arabella, le soleil, mais à elle, l'ombre. Il ne lui offrait pas un titre ou une fortune. Il s'offrait lui-même, sa solitude, sa vérité. Il lui proposait de partager son coin tranquille avec elle. Des larmes qu'elle retenait depuis une vie entière commencèrent à couler sur ses joues. Ce n'étaient pas des larmes d'humiliation ou de tristesse, mais d'un soulagement si profond qu'il ressemblait à une libération physique. Toute sa vie, elle avait été invisible. Et pendant tout ce temps, une personne l'avait regardée, attendue. La gentillesse d'une fillette de 10 ans, un geste simple et oublié, avait forgé un lien dont elle n'avait jamais soupçonné l'existence. Elle le regarda, cet homme puissant et brisé qui la voyait plus clairement que quiconque ne l'avait jamais fait. Elle vit la peur dans ses yeux, la terreur réelle du rejet. À cet instant, il n'était pas le redoutable duc d'Alciste. Il était simplement un homme demandant à la fille qui avait partagé son biscuit avec lui de ne pas le laisser seul dans le noir. Sa décision n'en était pas une. C'était une évidence, le vers final d'un poème qu'elle avait écrit inconsciemment toute sa vie. Oui, murmura-t-elle, le mot étant une affirmation tranquille dans la nuit. Oui, Alciste, je le veux. La tension quitta ses épaules dans un grand soupir frissonnant. Il combla la distance entre eux et prit doucement ses mains dans les siennes. Son toucher était chaud et ferme, une encre dans la mer tourbillonnante de ses émotions. Il porta sa main à ses lèvres et y déposa un baiser sur les jointures, plus intime, plus liant que n'importe quelle étreinte passionnée. C'était une promesse, un vœu. Ils restèrent longtemps ainsi, main dans la main sur le balcon, deux âmes tranquilles qui s'étaient enfin trouvées dans le bruit du monde. La musique de la salle de bal semblait appartenir à un autre univers. Un an plus tard, Ara, désormais duchesse d'Alciste, se tenait sur un autre balcon. Celui-ci surplombait les vastes jardins de Blackwood Manor. L'air était doux du parfum des roses en fleurs et de la terre humide. Un bras puissant s'enroula autour de sa taille et elle s'appuya contre la chaleur solide de son mari. « À quoi pensez-vous » demanda Alciste, sa voix un murmure bas contre son oreille. « Je pensais à un jeune homme triste et à une fille avec un biscuit » répondit-elle en se tournant dans ses bras pour lui faire face. Un vrai sourire sincère illumina son visage. C'était un spectacle qui lui serrait encore le cœur d'un amour féroce et protecteur. Le monde le voyait toujours comme le duc froid et puissant. Mais elle connaissait l'homme qui lui lisait de la poésie près du feu, l'homme qui cherchait son avis sur chaque sujet, l'homme dont les yeux ne s'adoucissaient que pour elle. « J'ai été un imbécile d'attendre si longtemps, » dit-il, sa main venant doucement caresser sa joue. « Peut-être, » concéda-t-elle, son propre sourire s'épanouissant. Mais cela a rendu nos retrouvailles d'autant plus douces. Sa mère avait été scandalisée, puis triomphante à contre-cœur devant cette union. Arabella avait été absolument ravie, libérée de la pression d'attraper un duc qu'elle ne désirait pas, pour épouser un baron joyeux qu'elle adorait. Le tout Londres avait murmuré et spéculé pendant des mois,
mais avaient fini par trouver de nouveaux scandales pour s'occuper. Leur vie n'était pas faite de bals étincelants et de grandes déclarations. C'était une vie de compagnonnage tranquille, de livres partagés et de longues promenades, de silences confortables qui en disaient plus que 1000 mots. L'imposant manoir avait été rempli non pas de foule, mais d'une paix profonde et durable. Les murs d'Alististé n'avaient pas disparu, mais ils possédaient désormais une porte, et elle seule en détenait la clé. Il se pencha et l'embrassa, un baiser doux et tendre qui gardait encore une pointe d'émerveillement, comme s'il ne pouvait tout à fait croire qu'elle était réelle. Ara connaissait ce sentiment. Elle avait passé sa vie à se sentir comme un fantôme, un murmure dans le récit de sa propre famille. Mais cet homme, celui que tout le monde essayait de voir, avait regardé au-delà du bruit et de la lumière. Il avait regardé dans les ombres et l'avait vu, et son amour l'avait enfin, irrévocablement, ramené à la maison. Il s'était avéré que la valeur d'une personne ne se mesurait pas à la brillance avec laquelle elle rayonnait pour le monde, mais à la clarté avec laquelle elle était vue par